Quand tu as l'impression qu'une force diabolique s'empare de toi lorsque tu te mets à manger des aliments que tu sais qu'ils sont pas bons puis que tu veux pas manger mais que tu manges pareil, c'est normal que ce soit frustrant puis que tu te demandes comment tu vas réussir à perdre du poids si tu manges tes émotions ou tu fais de l'auto-sabotage. Avant d'aller plus loin, sache que si tu te fais vomir, que tu manges moins de 500 calories par jour, que tu vis des compulsions alimentaires grandissantes et ou que tu te caches pour manger, tu peux et tu dois consulter pour ta santé. Je ne suis pas médecin ni psychologue et dans ces vidéos, je veux plutôt parler de manger ses émotions quand ce n'est pas un trouble alimentaire pathologique. Tu sais, quand tu dis que cette semaine, c'est la bonne semaine, puis que 2 jours après, tu manges des biscuits Oreo avec tes enfants, puis que tu te dis que tant qu'à y être, on va finir la crème glacée à vanille, comme ça, il n'y en aura plus demain. Ou que quand tes enfants te tapent ses nerfs, ton premier réflexe, c'est de manger un brownies. Ou que pour faire passer l'ennui de ton 6e épisode, tu te dis que ça serait plus réconfortant avec un bon petit sac de Skittles. Ou que tu te dis que cette semaine, tu bois pas d'alcool, puis que tu files en aiguille, mercredi, tu réussis à te convaincre que parce que tes enfants ont une journée pédagogique vendredi, dans le fond, c'est comme ça on était jeudi, fait que tu peux bien prendre une petite coupe de vin. Si tu as l'impression que tu manges tes émotions, je te spoil une grande nouvelle. Une émotion, ça se mange pas. Ça se vit. On mange des aliments, puis on vit des émotions. Le terme manger ses émotions est effectivement utilisé lorsque notre façon de réagir à une émotion est liée à un comportement alimentaire qu'on ne veut pas nécessairement adopter. Puis on utilise un autre terme poubelle dans cette même idée, on va dire qu'on fait de l'auto-sabotage. Hey, tu te lèves pas le matin en disant « Là, ma poffine, aujourd'hui, je me sabote ». Ce que je veux dire, c'est que tu ne te sabotes pas volontairement. Il y a une raison pour laquelle on adopte ce genre de comportement-là. Puis déjà de comprendre que c'est bien normal de ne pas tout le temps être cohérent, ça coche, puis qu'on peut s'améliorer progressivement, ça fait diminuer la pression autour de nos habitudes alimentaires. Je t'invite à comprendre que ton système cognitif puis ton système émotif travaillent ensemble pour t'aider à survivre. Quand tu te lèves le matin puis tu te dis « Là, je fais une bonne journée », c'est ton système cognitif qui parle. Ton système cognitif, il fait le lien entre je mange bien, j'ai de l'énergie, je vais avoir un poids santé, je vais être mieux dans mon corps. Puis quand le soir tu es fatigué et que ton système cognitif est à plat, c'est le système émotif qui parle. Puis lui, il cherche la facilité. Le matin, ton système cognitif, il est sharp. Il se dit, à soir, quand je vais revenir, je vais aller prendre une bonne marche pour déstresser. Mais le soir, quand tu as ta journée dans le CUL, la coupe de vin va être bien plus facile pour atteindre un résultat similaire. Fait que tu ne manges pas tes émotions. Ton système cognitif et émotif navigue entre eux pour essayer de te faire éviter de souffrir puis de te rapprocher du plaisir, même si ce n'est pas toujours cohérent avec des objectifs rationnels. Le système émotif, lui, il va opter pour la facilité puis les patterns connus. Fait que si tu te sens stressé, c'est plus facile de boire du vin que d'aller marcher. Mais c'est pas toujours l'équilibre entre ces deux systèmes-là qui dicte nos comportements alimentaires. Quand l'envie te prend de manger quelque chose que tu sais que tu ne devrais pas manger, mais que tu manges pareil, parce que dans le fond, puis tu te racontes une histoire qui n'a pas vraiment rapport, il y a souvent quelque chose qui nous déclenche. Il y a quelque chose qui déclenche ton envie de manger certains aliments. Exemple, le vendredi, c'est la fin de semaine, on boit du vin. Tu te lèves en retard, tu associes le wrap déjeuner du Tim Hortons au manque de temps du matin, même que tu fais presque exprès de te lever en retard pour te donner le droit d'en manger. Tu t'assois devant la télé, puis quand tu écoutes ta série préférée, ça prend un truc qui croustille. Bref, notre envie d'agir d'une certaine façon est souvent associée ou déclenchée par un événement, une situation, un moment, une personne. Puis quand on est capable d'identifier ces moments-là, on est capable d'identifier l'histoire pourrie qui vient avec. Puis ce discours interne-là, il fait rarement du sens, puis on finit toujours par perdre. Genre, on finit par manger le truc qu'on voulait pas manger, puis qu'on mange pareil, parce que dans le fond, là, on commence à comprendre la patente. Le déclencheur, dans le fond, il déclenche une histoire qu'on se raconte. Fait que si tu as l'impression que tu manges tes émotions dans des situations précises ou récurrentes, exemple devant la télé, puis que tu veux changer ce genre d'habitude-là, il faut que tu commences par identifier l'histoire qui entoure celle-ci. Parce qu'au moment où tu as l'impression de manger tes émotions ou de t'auto-saboter, il y a toujours une histoire qui est associée à ça. Puis quand tu es capable de l'identifier et de l'écrire, tu es capable de la voir venir. Puis quand elle est consciente, on peut la changer. La seule raison pourquoi cette histoire-là existe, c'est pour justifier un comportement facile qui ne fait pas de sens d'un point de vue rationnel. L'être humain va inventer une histoire qui justifie un comportement qui ne fait pas de sens, souvent parce que c'est ce qui est plus facile pour lui. Peut-être que tu as toujours mangé une barre Snickers dans ta pause de l'après-midi, puis que toi, tu associes ta barre au fait que ta journée est
presque à la veille de finir, puis c'est positif. Si tu veux arrêter de la manger, tu vas t'inventer une histoire du genre « Bon, là j'ai bien travaillé avant midi, puis en plus j'ai pris un morceau de poisson pour dîner, je suis même allé pisser un étage plus bas, ça m'a quand même pas m'empêcher de manger ma barre. » Ça fait aucun sens, mais on justifie nos mauvaises habitudes d'une façon qui ressemble un peu à ça. Fait que quand tu es capable d'identifier un narratif autour du comportement que tu aimerais changer, tu es capable de l'intercepter, puis c'est plate à dire, mais si tu veux changer, tu vas apprendre à ne pas négocier avec toi-même. Tu vas perdre plus souvent qu'autrement. Pourquoi? Parce que si tu veux changer des mauvaises habitudes de façon durable pour perdre du poids, il faut que tu apprennes à associer ta nouvelle habitude à quelque chose de plus bénéfique, même si c'est plus difficile à faire. Moins instantané, je m'explique. Si tu es habitué de manger des chips pour te réconforter quand tu t'ennuies devant la télé, c'est difficile de changer ça pour manger des céleris, par exemple. Mais pour changer de façon durable, tu vas apprendre à associer le céleri à ta taille de guêpe ou ton énergie sans fond, bref, à quelque chose de positif. Mais la récompense, récolter ta taille de guêpe, n'est pas instantanée versus tes chips qui, eux, vont te réconforter sur le champ. Il n'y a pas de délai. Puis c'est vraiment pas évident parce qu'au moment où tu vas arrêter de négocier avec toi-même puis que tu vas te mettre à troquer tes chips pour des céleris, tu vas pas te sentir bien. Tu vas ressentir un manque, un vide, tu vas ressentir une émotion inconfortable. Puis là, il y a deux choses à comprendre. Un inconfort, ça se tolère, puis la petite fille qui s'ennuie devant la télé, on peut l'occuper. Quand tu as l'impression que manger ses émotions est associé à remplir un vide, c'est peut-être que le petit enfant qui vit à l'intérieur de toi, il a besoin d'être occupé, il a besoin d'attention. Quand tu as l'impression que tu manges tes émotions, que tu t'auto-sabotes parce que ça t'occupe, occupe l'enfant intérieur. Sois dans l'action. Mike avait un peu raison. Just do it. Puis, c'est ces mêmes mécanismes d'éviter la souffrance puis la recherche de plaisir qui se mettent en place. On doit faire comprendre à notre corps que le plaisir est beaucoup plus grand quand tu sors marcher et ou que tu prends le temps d'écrire le livre que tu as toujours voulu écrire, même si c'est plus facile de manger un truc réconfortant devant une série qui te donne l'impression d'avoir une vie. Mais dans tous les cas, tu vas avoir besoin d'un outil indispensable dans ton arsenal si tu veux que tes chances de succès soient plus grandes. La tolérance émotive. Pour modifier les comportements alimentaires liés à l'autosabotage, puis si tu veux vraiment apporter des changements dans ton style de vie, ça va être inconfortable, puis de deux façons différentes. La première, adopter une nouvelle habitude quand tu es habitué de faire autre chose depuis longtemps, c'est pas le fun. Quand tu décides d'arrêter de boire de l'alcool, puis que tu verses ta lager sans alcool, nos compliments dans un verre, c'est pas un feeling agréable, mais ça se tolère. Puis la deuxième, si jamais tu ne réussis pas parfaitement ton plan infaillible, je te dis, tu vas merder en cours de route, ça va être inconfortable. Tu vas ressentir une émotion liée à l'échec ou la dévalorisation. Mais l'inconfort, ça se tolère, puis la vie peut continuer. Puis quand on comprend que ce qu'on ressent, c'est une émotion, puis qu'une émotion, on peut juste apprendre à la laisser circuler à l'intérieur de notre corps, qu'on n'a pas besoin de réagir, c'est un outil absolument essentiel. Hey, j'espère que tu as au moins un outil pour t'aider à voir plus clair dans la gestion de tes émotions. N'oublie pas de liker ma vidéo et de t'abonner à ma chaîne.